Chères auditrices et chers auditeurs, depuis la création de la zone fantastique, nous avons quelque peu négligé les classiques horrifiques et gothiques de la Hammer Films, qui se placent pourtant en pièces maîtresses dans l'histoire du cinéma fantastique. Nous allons tenter de nous faire pardonner dans cet épisode, consacré à l'un de leurs chefs-d'œuvre, présentant une des meilleures itérations du Dr Frankenstein sur grand écran. Ce film, c'est La Revanche de Frankenstein, réalisé par Terence Fisher et sorti en salle en 1958. Who is he? Nobody. He isn't born yet. You will witness scenes never before seen on a motion picture screen. You will see Frankenstein take the eyes of one man, the brain of another. You will see lifeless hands begin to move. You will see a man turn into the world's most terrifying monster. Anesthetic! Quick, man! Switch off! Un an à peine après Frankenstein s'est échappé, premier opus du cycle Frankenstein et première pierre de l'édifice gothique que Hammer Films va ériger dans le cinéma britannique jusqu'au milieu des années 70, Terence Fisher, un des tauliers de la société de production, signe déjà un deuxième opus, La Revanche de Frankenstein, qui reprend là où le premier film s'arrêtait, quand Victor Frankenstein doit payer de sa tête ses abominables expériences dans son village natal. En prolongeant la vie de ce cher docteur, comme lui offrait une seconde existence à des cadavres, la Hammer joue dangereusement au sorcier pour entretenir la flamme vitale de sa renommée en matière d'horreur gothique, après les succès récents de Frankenstein s'est échappé et du cauchemar de Dracula, à mettre également au crédit de Terence Fisher par ailleurs. Un succès explicable par leur savant dosage d'élégance anglaise et de percées de violence, impressionnant le public de l'époque pour qui, jusqu'alors, Frankenstein et Dracula étaient des Universal Monsters bloqués dans les crins noirs et blancs des années 30 et 40. I ask you, gentlemen, what do we really know about him? What do any of us know? Nothing at all. He came here 3 years ago and set himself up in practice. Before then, no one had even heard of him. Oh, where did he study? Where did he take his degree? What's his background? Do any of you know? No more do I. Yet here he is, well established, the most popular doctor in Carlsbrook by all accounts. He hasn't even applied for a place on the medical council. I've even heard he says he can do without the council. Dans La Revanche de Frankenstein, Fisher s'amuse justement de cette nouvelle réputation de la Hammer dans une scène prenant place dans un salon mondain. Après avoir écouté un orchestre jouant de la musique de chambre, la comtesse Barsinska, une aristocrate des plus stéréotypées, s'adresse à un homme de son rang social en moquant le peu de talent des Anglais pour la musique. Quand le notable lui oppose le nom de Handel, la comtesse lui rétorque que ce dernier était allemand et que l'Angleterre n'a fait que se l'approprier. Le clin d'œil de Fisher au spectateur complice est évident, puisque Mary Shelley, auteure anglaise, a ressenti la nécessité de placer son roman Frankenstein et le Prométhée moderne en Allemagne et de faire du baron Victor un enfant de cette Europe continentale, rude et gothique, où sont nés tant de contes cruels. Nous, pauvres Anglais, ne sommes que des dandys fragiles, guindés dans nos manières de gentlemen, semble nous dire Fisher avec un sourire en coin. Et il s'amuse précisément de la formule des productions Hammer qu'il a lui-même élaborée, jouant sur le contraste entre l'écrin esthétique, qui nous apparaît de prime abord élégant et sage, et les percées de violence, de rage, de malaise graphique, dont l'apparition de la créature dans le salon mondain, infirmant les propos de la comtesse Barsinska, en nous prouvant que les Anglais sont moins sages et plus audacieux qu'on veut bien le croire. The professor was buried in the family vault of Baron Frankenstein. Shall I go on? Please do. I'm the first, I suppose, to recognize you. For what I am or what you would have me be? No, the resemblance is too striking. That and your present activities lead to only one conclusion. Hélas, malgré le savoir-faire Hammer Films, le deuxième film du cycle Frankenstein ne connut pas le même succès que le premier opus, et il fallut attendre 6 ans avant que le Docteur Fou ne reprenne du service pour la firme anglaise. Et pourtant, La Revanche de Frankenstein est un chef-d'œuvre du genre qui continue de fasciner les spectateurs d'aujourd'hui par son travail sur les identités fluctuantes, les corps dégradés ou améliorés. La séquence d'ouverture permet d'emblée au Dr Frankenstein d'échapper à la guillotine. Ceux qui voudraient trouver son cadavre dans la tombe à son nom se retrouveraient donc victimes d'une supercherie, d'une substitution de corps, défiant à la fois la justice et le destin, qui aurait fait payer de sa vie un simple mortel coupable d'avoir joué les Prométhées, d'avoir défié les lois physiques et métaphysiques de la vie et de la mort. Frankenstein n'est donc pas le cadavre dans la tombe, il est à présent le Dr Stein, officiant à Carlsbruck, puisque dans le monde que le scientifique entend bien façonner selon ses idées transgressives, les identités peuvent passer d'un corps à l'autre et vice-versa.
Incarné par le flegmatique Peter Cushing, Victor Frankenstein n'a plus grand-chose en apparence du jeune homme exalté imaginé par Mary Shelley en pleine période romantique. Cushing compose un personnage paradoxal, dandy distant, fleur blanche à la boutonnière, et pourtant praticien officiant dans un dispensaire, là où ses confrères de la haute société semblent incommodés par les patients prolétaires et les indigents. Frankenstein a une longueur d'avance sur ce monde qu'il juge archaïque et engoncé dans ses codes sociaux, justement parce qu'il est un personnage plus difficilement saisissable, capable en bon chirurgien de découper soigneusement un poulet rôti pour le manger ensuite avec les doigts, sans souci des convenances devant son invité, le docteur Clever. So this is a brain. All this paraphernalia, incapable of only one simple reaction. Imagine for one moment the complexity of the human brain. The same size perhaps, but a million times more efficient. It controls every action, every reaction. Stores memories, it motivates all life. And this is all I've been able to do. But you should be proud. I've never seen anything like it. Haven't you? No, I don't suppose you have. Pas de créateur fou sans sa créature, et Jimmy Sangster, scénariste garant de la qualité Hammer, retravaille la figure du monstre mythique comme il a retravaillé celle du docteur. L'esprit de la créature est celui de Karl, l'assistant infirme du chirurgien, qui se voit offrir un corps nouveau, grand, jeune et valide, qui dans un premier temps ne présente donc rien de monstrueux. La bascule se produit quand la créature est agressée par un tenancier de taverne qui lui, en revanche, nous apparaît justement monstrueux, presque inhumain, tel un ogre au sourire sadique, filmé en contre-plongée face à la créature recroquevillée et vulnérable, avant que celle-ci n'assume sa force physique et sa violence potentielle pour se défendre. La monstruosité fluctuante, mouvant au sein du récit de Sangster, passe d'une certaine façon d'un corps à l'autre au cours de cette scène, à la façon d'un virus. Virus, ou peut-être malédiction, puisque Karl, ne pouvant plus prétendre au rang d'humain après son crime, se retrouve contraint de se cacher dans une écurie, donc dans un environnement animal. Progressivement, les infirmités qui affligeaient son ancien corps contamineront le nouveau à la manière psychosomatique d'une mauvaise conscience ou d'une honte impérissable refaisant surface depuis l'esprit tourmenté de Karl. À moins qu'il ne s'agisse d'une manifestation surnaturelle des forces du divin et du vivant, condamnant l'expérience de Frankenstein en faisant émerger le monstre larvé de cet acte scientifique sacrilège. Dr. Clever, what is to happen to me after? Oh, there are great plans for you. Doctors and scientists will come from all over the world to see you and to talk to you. You're a very important person now, Carl. Dr. Stein intends to hold student lectures. They'll see you, a normal man with a normal body, side by side with your old body. L'idée géniale de Jimmy Sangster est d'avoir non seulement diffracté la créature en plusieurs aspects et personnages, mais également la fonction du Dr Frankenstein dans un quart d'heure final mémorable. Stein démasqué, battu et laissé pour mort par ses patients, doit sa survie à son disciple, le docteur Hans Clever. Et comble de l'ironie, le docteur Frankenstein devient la créature pour aller au bout du concept de renaissance et de propagation de la monstruosité. Puisque Clever partage la culpabilité des expériences prométhéennes, Frankenstein ne doit plus nous apparaître comme un homme, un individu, mais comme l'idée polymorphe du savant fou que peuvent partager plusieurs scientifiques transgressifs, comme le gamin de Frankenweenie, l'étudiant de Frankenhooker, la lycéenne de Lisa Frankenstein, ou le couple de la version de Bernard Rose, sorti en 2015. Si vous faites partie de celles et de ceux qui ont récemment apprécié The Substance de Coralie Farja, je vous conseille chaudement La Revanche de Frankenstein, disponible sur la plateforme Shadows. Si vous avez adhéré au jeu narratif de The Substance, dans lequel on ne sait plus vraiment combien il y a de protagonistes et d'antagonistes, vous goûterez sans doute au jeu de la Hammer autour des thématiques annonçant les questionnements transhumanistes et le genre du body horror, bien avant que le terme soit déterminé par le cinéma de David Cronenberg. We were right. Frankenstein is not dead. He asked for proof. Now we have it. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!